Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. Bonjour, bonsoir, mbote na bino, mbote na beno, amujambo, betwabu. Nous sommes encore revenus aujourd'hui pour parler de l'actualité en RDC, surtout de l'analyse de l'actualité. Nous ne pouvons pas analyser sans parler de l'actualité parce que l'analyse, nous la faisons sur l'actualité. Après avoir suivi nos propres broadcasting ou bien directs, nous avons essayé d'étudier les genres de questions que nos auditeurs nous posent, juste pour nous faire une idée à quelle audience nous avons affaire, des reproches, des critiques que les gens nous ont fait, juste pour aussi essayer d'améliorer, de faire les choses de manière à satisfaire aux besoins de nos auditeurs. Alors, nous voulons dire des choses. Nous ne parlons pas seulement de l'actualité, mais nous faisons l'analyse sur l'actualité. Il faut que l'actualité là soit fondée sur la vérité. Il est difficile que nous parlions, nous puissions faire l'analyse sur les rumeurs. Parce qu'une fois que nous faisons l'actualité sur les rumeurs, et que si ces rumeurs-là s'avèrent ne pas être vraies par la suite du temps, donc notre actualité aura été fausse, et de ce fait-là, nous aurions abusé de la confiance de nos auditeurs. Donc, il est très important que nous puissions rappeler que nous faisons l'analyse. Ce n'est pas un commentaire seulement, mais c'est l'analyse d'abord, c'est-à-dire nous regardons l'actualité pour donner une image. C'est comme vous regardez un être humain, il est debout, et puis vous commencez à faire l'anatomie de cet être humain. Il est composé de quoi? Tel membre, quel est son travail? Pourquoi l'homme peut faire tel mouvement, il ne peut pas faire tel autre mouvement? Donc c'est par rapport à ça que vous devez nous suivre. Il s'agit de l'analyse. Donc nous étudions les composantes, les éléments qui sont dans le passé, dans le présent, qui font que l'actualité est ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Et nous essayons de projeter cela dans l'avenir. Et en disant cela, quand nous parlons, dans la partie la plus difficile, c'est la projection. Ou bien, nous essayons de prédire l'avenir. Alors, la prédiction ou la projection, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas un fait. Tandis que l'actualité est basée sur les faits, qui sont les faits présents, mais pour que nous puissions bien faire l'analyse de l'actualité, nous rentrons dans le passé
pour voir quelles sont les causes lointaines qui nous ont conduits à l'actualité aujourd'hui, parce que l'actualité, c'est aujourd'hui. C'est le présent. C'est très important. Nous savons qu'il y a des bien-aimés qui font le travail qui parlent de l'analyse, plutôt de l'actualité. Ils font bien leur travail. Mais nous, notre spécificité, c'est de faire l'analyse. Et cela nous amène parfois à faire des recherches, souvent d'ailleurs, à faire des recherches et voir, parce que tout ce que nous avons dans le présent est lié à ce qui s'était passé hier, ce qu'il y a eu dans le passé. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous connaissons dans le présent, ça a commencé hier. Il y a une cause dans le passé. Alors, pour une bonne compréhension, un bon entendement, voilà pourquoi nous rentrons dans le passé pour nous répéter, voir comment les choses s'étaient passées dans le passé, comment ces choses-là ont évolué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons une certaine réalité devant nous que nous appelons l'actualité. Mais en même temps, nous voyons aussi dans notre lecture, nous avons pour guide, comme le fait un enquêteur, un détective, vous trouvez quelqu'un qui est mort. Vous ne connaissez pas le meurtrier. La question la plus simple, c'est de poser la question, qui aurait pu tuer cette personne? Et pourquoi? Quel est l'intérêt que quelqu'un pouvait avoir en tuant cette personne? Est-ce que cette personne est mort de manière naturelle ou bien il a été tué? Donc ce sont là les guides, parce que dans tout ce que nous disons ici, dans les mouvements des hommes politiques, parce que nous faisons l'analyse de l'actualité, la politique est conduite par l'intérêt. Pas dans le sens péjoratif, mais prenez ça comme ça, la politique est conduite par l'intérêt. Quel est l'intérêt? Pourquoi tel fait ça? Dès que vous connaissez l'intérêt, quelle que soit l'apparence des choses, vous pouvez prédire où est-ce que tel acteur politique veut aller, ou bien tel État. Donc c'était là quelque chose que nous voulions dire là-dessus. Donc c'est par rapport aux questions que nous recevons, mais nous disons aussi tout de suite que nous ne sommes pas au courant de tout. Nous ne sommes pas au courant de tout. Ça serait prétentieux de notre part de dire que nous sommes au courant de tout. Nous cherchons l'information, d'abord dans le média, et puis nous avons une poignée de sources. Nous allons vers ces sources. Ça peut être des documents, ça peut être des êtres, donc des acteurs politiques, ça peut être des témoins. Voilà, c'est comme ça que nous procédons. Donc, nous ne venons pas ici pour donner une prophétie, dire que les choses seront... Non. Notre démarche est basée sur l'analyse des faits que nous avons devant nous. Nous pouvons même nous tromper, pour être franc. Nous pouvons même nous tromper dans notre analyse selon que nous n'avons pas pris en compte un paramètre qui nous a échappé. Donc, il ne faut pas prendre à 100% ce que nous disons pour la vérité, à moins que ce soit un fait. Même un fait, vous avez droit de vérifier. Vous avez droit de vérifier. Et c'est là, si vous avez une telle attitude, ça va aussi nous tenir, à nous obliger à être rigoureux avec nous-mêmes, parce qu'avec les informations, les gens peuvent baser les décisions qui peuvent affecter leur façon de voir les choses, leur avenir par rapport à ce que vous dites. Donc voilà un peu ce que nous voulions dire. Alors, aujourd'hui nous avons quelques points que nous allons analyser. Les gens nous ont dit que parfois nous faisons beaucoup de digressions, c'est-à-dire nous laissons notre sujet principal et en voulant soutenir notre sujet principal,
nous prenons un autre élément et nous allons plus loin qu'être vus. Nous prenons ça en compte, mais vous comprenez, nous essayons de voir, en fait, d'une manière générale, comment les gens comprennent la situation politique de la RDC. Il y a trop de rumeurs sur le net. Parfois, quand nous parlons, nous essayons d'étouffer ces rumeurs en les confrontant à la vérité. Nous essayons aussi d'aiguiser l'analyse des gens. Alors, c'est pour cela que nous devons prendre des exemples à gauche, à droite, tout ça. Voilà. Mais nous tenons compte de vos remarques. Et jusque-là, nous n'avons pas eu d'insultes ici. Quand nous parlons des gens, des acteurs politiques, qui qu'ils soient, nous sommes donné la discipline de ne pas insulter les gens, de ne pas les dénoncer, de ne pas plutôt faire la diffamation sur eux. Si jamais nous nous rendons compte, nous ne manquerons pas de présenter des excuses, nous acceptons la contradiction. Alors, nous allons nous entretenir sur quelques sujets. Le premier, c'est le découpage du Nord Kivu. Quand je parle de découpage du Nord Kivu, ce n'est pas un fait, mais il y a une communauté, pour être plus précis, la communauté des Hutus, des anglophones, plutôt que ce que je raconte, des rwandophones, qui veulent voir que le Nord Kivu soit découpé. Ça veut tout simplement dire divisé. Donc, il y ait deux provinces au lieu d'une seule province. Une province qu'on appellera les Grands Nord Kivu et une autre qui sera les Petits Nord Kivu. Alors, ce découpage est demandé sur base de deux ethnies principales, les Nandés et les Hutus. Des communautés pour dire ainsi, les Nandés et les Hutus. Donc, nous allons essayer un peu d'en parler. Pourquoi ça arrive à ce moment? Nous savons que c'est un projet qui date de longtemps. Ensuite, nous allons revenir sur les contacts qu'il y a entre maintenant l'Angola et le Rwanda. Nous allons revenir sur ça parce que l'émission d'hier, nous l'avons effacée, c'était trop long comme émission. Et puis nous avons beaucoup donné des exemples et tout ça. Et enfin, nous allons parler de ce qui va se passer aujourd'hui. Peut-être que ça se passe en ce moment au Palais du Peuple. Le congrès est convoqué. Jusque-là, la presse dit qu'il s'agit de désigner des membres de la Cour constitutionnelle et on avance déjà certains noms. Voilà. Ensuite, si le temps nous le permet, nous allons entrer dans les divers. Venons-en au découpage du Nord Kivu. Dans le passé, nous avons produit un document confidentiel d'un ancien gouverneur, M. Serofouli. Pour un petit rappel, M. Serofouli est à la fois Hutu et Tutsi. Excusez-moi de donner son appartenance ethnique. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Nord Kivu, il y a des gens qui présentent ça comme un problème entre communautés, des communautés qui n'arrivent pas à cohabiter. Mais il y en a d'autres qui présentent ça que ce n'est pas un problème entre des communautés, c'est plutôt un problème entre le Rwanda et la RDC. La RDC ici, il faut voir le Nord Kivu. Vous avez ces deux lectures. Alors, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Les documents que nous avons consultés prouvent que les Hutus, qui sont nombreux dans le Nord Kivu, sont venus en RDC pour des raisons de travail, soit comme réfugiés. Et cela n'a pas commencé maintenant, bien que ça continue. Cela a commencé avant l'indépendance. C'est d'abord les Allemands
qui avait commencé la politique de diviser pour mieux régner au Rwanda. Ils ont opposé les Tutsis et les Hutus. Alors par la suite, quand il y a eu des mouvements de l'indépendance, les Tutsis qui étaient, j'allais dire, privilégiés par les Allemands, par la suite, quand les mouvements de l'indépendance sont venus, à ce moment-là, c'était les Belges qui avaient repris les colonies, disons le Rwanda comme sa colonie, après la Deuxième Guerre mondiale. Les Belges ont continué avec cette politique laissée par les Allemands. Alors c'est comme ça que nous avons des vagues, soit des Hutus, soit des Tutsis, qui venaient à RDC fuyant les conflits là-bas au Rwanda. Mais nous avions aussi des vagues, comme j'ai dit, des gens qui étaient venus travailler, que les colons ont amené en RDC pour qu'ils travaillent en RDC. C'était pour des raisons de travail. Bon, quand nous avons eu l'indépendance, il faut le reconnaître, le gouvernement de Mbutamutu Kasavubu et de Emery Patrice Lumumba, et tous ceux qui étaient d'abord partis à la table ronde, quand nous lisons les archives, personne de tous ces gens-là n'avait perçu que la présence de ces gens va poser problème. Quelqu'un a dit gouverner, c'est prévoir. Parce que quand on vous donne un pays par les colons, dans ce pays, il y a des communautés qui ne sont pas des Congolais. Alors, quand vous prenez ce pays, quand vous allez négocier, et ce n'est pas vous qui avez amené ces communautés, vous devez poser ces problèmes. Malheureusement, ces problèmes n'avaient pas été posés à la table ronde. Bon, peut-être, ceux qui étaient à la table ronde s'étaient dit, bon, nous allons hériter le pays tel qu'il est, et ensuite, nous allons régler les problèmes nous-mêmes. Il y a un témoin, un acteur qui était à la table ronde, qui vient de mourir, qui s'est prononcé sur cette question, c'est M. Lwakabwanga. Il était à la table ronde. On lui a posé la question si à la table ronde, il y avait un leader rwandais. Tutsi ou Hutu. Il a dit non, il n'y en avait pas. Mais quand nous avons suivi un autre analyste, quelqu'un a dit que ces problèmes avaient été posés lors de la rédaction, lors du conclave de Louabourg. Oui, on avait fait venir des notables et des leaders du Kivu pour qu'ils viennent donner leur point de vue sur ces problèmes de ces communautés. Et là, il a été décidé que non, ces gens ne sont pas des Congolais. Hein? Je suis en train de paraphraser. Mais ils sont restés longtemps. Il faut ici dire l'histoire telle qu'elle est. Bon, nous, en tout cas, nous ne sommes pas historiens. Nous avons étudié ça sous l'angle du conflit. Il faut dire que ces gens-là sont restés pendant longtemps. Ils ont contribué sur le plan économique, quelles que soient les raisons qui les ont amenés en RDC. Et ils ont été témoins de beaucoup de choses. Ils sont entrés dans la police, dans l'armée, dans les entreprises publiques. Et c'est là, ce n'est pas seulement maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus visible. Maintenant, ça pose problème parce qu'il y a eu la guerre au Rwanda. Il y a eu un génocide et puis les Hutus sont venus à RDC, fuyant la guerre, mais il y avait aussi déjà des Tutsis et des Hutus. Avant les conflits, avant le génocide du Rwanda, il y avait des Tutsis et des Hutus en RDC. Mais durant le règne du maréchal Mobutu, on avait donné la nationalité à tous ces gens, vers les débuts des années 72.
les années 80, la vie, la nationalité. Bon, beaucoup de gens disent, pour dédouaner le maréchal Mobutu, ah non, c'est Bisengimana qui était dans le bureau de Mobutu, qui avait fait que ses frères... Non, écoutez, il faut être fidèle avec l'histoire. Bisengimana n'était que directeur de cabinet. Il n'était pas premier ministre, il n'était pas président, il n'était pas même président de l'Assemblée nationale, il était directeur de cabinet. Un directeur de cabinet, strictement parlant, c'est un administratif, c'est quelqu'un que l'on prend pour qu'il prenne en charge l'administration d'une autorité. Donc, il vient avec son expertise. Mais ce n'est pas quelqu'un qui prend des décisions au nom de l'État. Non. Un directeur de cabinet n'est pas élu. On le nomme suite à un pouvoir discrétionnaire. Donc, c'est le choix. Quelqu'un compose son cabinet, il dit, bon, je connais tel, bon, il va m'aider dans tout ce qui est administratif. C'est comme des conseillers. On les prend sur base de leur expertise. Vous prenez un conseiller juridique, vous prenez un conseiller politique. Ces gens-là sont dans votre cabinet, mais ils ne sont pas réellement des officiels. Mais ils sont dans un cabinet officiel. Ces gens-là n'engagent pas l'État. Donc, quand les gens disent que non, c'est Bisengimana qui avait fait, non, c'est de l'irresponsabilité. On ne doit pas dire ça. C'est lui qui avait signé l'ordonnance donnant la nationalité aux Rwandais, disons rwandophones, c'est le fait maréchal Mobutu. C'est lui le président. Et c'est lui qui avait annulé aussi cette ordonnance. C'est lui. Donc, il avait plein pouvoir de dire que non, voilà, vous n'êtes pas des Congolais, ou bien, parce que vous avez fait longtemps ici, que chacun de vous fasse la demande de la nationalité. Donc, ça, c'est la vérité. Hein? Ces problèmes ne se posent pas seulement à RDC. Vous avez un tel problème en Côte d'Ivoire. Après la mort de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, après sa mort, nous voyons ces problèmes surgir. C'est comme ça que le terme ivoirité est venu. Ouattara, hein, qui avait étudié aux États-Unis avec une bourse en tant que citoyen burkinabé, durant les règnes d'Houphouët-Boigny, Ouattara va devenir Premier ministre. Parce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire. Parce que ses parents aussi étaient venus en Côte d'Ivoire. Ils ont travaillé dans les champs de cacao. Et il y a des communautés comme ça, des Maliens, des Burkinabés, qui étaient venus pour raison de travail en Côte d'Ivoire, travailler là-bas. Maintenant, nous avons un tel problème chez nous. Aujourd'hui, les Hutus sont nombreux. Nous avons maintenant une nouvelle génération. Très peu étaient là quand ces mouvements-là se faisaient. Mais ce qui est malheureux, ces mouvements-là ne s'est pas arrêtés seulement dans le passé. Le Rwanda a connu d'autres crises qui ont fait que il y a eu des Hutus qui sont venus. Et quand ils viennent, ils trouvent d'autres Hutus en RDC. Et peut-être, si nous pouvons dire, ils ont été en RDC depuis longtemps, mais au moins ils savent que nous avons des frères là-bas, d'ethnie. Et quand ils viennent, celui qui vivait au Rwanda, il vient chez son oncle ou son cousin qui était en RDC depuis très longtemps. Celui-ci ne va pas les dénoncer pour dire que c'est un Rwandais.
Même si celui qui a été là pendant longtemps, lui-même, son statut est flou. Par contre, ça paraît comme bon, venez que nous soyons nombreux, comme ça nous allons faire les contrepoids. Alors, voilà comment ces choses, nous, d'après nos recherches, nous avons vu, ça c'est un peu l'historique. Quand Mobutu va prendre le pouvoir, il ne va pas régler ses problèmes. Mobutu, par contre, va garder ces gens, va leur donner des terres. Hein? Les Belges aussi avaient donné des terres, mais surtout Mobutu, dans certains coins, va leur donner des terres. Pourquoi? Ce n'était pas gratuit. Parce qu'ils avaient des services qui rendaient, pour dire aussi à l'État zaïrois, au maréchal Mobutu. Il y a beaucoup de cas où on a trouvé que dans le passé, les systèmes de sécurité du maréchal Mobutu étaient composés des nationaux, mais aussi des étrangers. Et ce n'est pas seulement à RDC. Beaucoup de dictateurs de ce temps-là, des dirigeants, avaient un tel système. Et il y en a d'autres qui continuent à utiliser ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs, ils sont beaucoup plus loyaux en termes, parce qu'ils sont vulnérables. Ils disent, bon, comme me protègent ici les chefs, tout ça, ils sont loyaux et les fils du pays hein, peuvent avoir l'orgueil de dire, bon, je suis chez moi, après tout, je suis citoyen de ce pays, c'est le pays de mes ancêtres. De ce fait-là, il peut se révolter contre l'autorité. Mais beaucoup plus aussi, c'était une façon pour le maréchal Mobutu de contrôler, de connaître ce qui se passe au Rwanda. C'est de la géopolitique. Parce que tous ces gens qui étaient venus en RDC dans le Kivu, ils avaient des contacts là-bas, tout ce qui s'est passé au Rwanda, et ils étaient au courant. Ils étaient au courant. Donc, c'était une façon pour le maréchal Mobutu, en dehors des services classiques, par les cadres, ces gens-là qui étaient là, les intellectuels, ils pouvaient savoir ce qui se passe au Rwanda. Parce que c'est prouvé que ça prend du temps pour que quelqu'un oublie d'où il est venu. Vous et moi, nous sommes la plupart à l'extérieur. Mais combien de fois vous n'avez pas tenté d'oublier ce qui se passe au Congo? Parce que parfois, ça fait très mal à la tête. Mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Et nous sommes toujours intéressés, jour et nuit, à savoir ce qui se passe en RDC. Parfois même, le plus souvent, nous sommes en avance d'informations par rapport à ceux qui sont au pays. Pourquoi? Parce que c'est notre pays. Les Juifs avaient quitté la terre d'Israël pendant longtemps, pendant plusieurs décennies. Mais ces rêves-là de rentrer chez eux ne les avaient pas quittés. Donc, voilà un peu. Mais cette situation a créé aussi d'autres situations. Une autre situation, c'est que vous avez une génération de rwandophones qui sont nés, grandis au Congo et qui se considèrent en tant que tels. Quand ils rentrent au Rwanda, pour ceux qui peuvent rentrer en sécurité, vous savez comment on les identifie? On dit les Aïrois ou bien les Congolais. Moi, j'ai connu une Rwandaise comme ça qui était franche avec moi, qui dit, mais je suis allé au Rwanda, le pays où mes parents étaient venus, on me dit, moi on m'appelle les Aïroises. Donc c'est une situation que nous devons traiter calmement, on doit faire appel aux historiens et on doit voir si c'est dans l'intérêt du pays qu'on puisse garder cette communauté. Donc ici je voudrais parler les deux d'ailleurs, les Tutsis et les Hutus, si on doit les accepter en tant que tels, parce que la paix à l'est du pays en dépend aussi. Quand il parle de découpage du Nord Kivu, c'est-à-dire ils se reconnaissent comme propriétaires des terres, qu'ils ont droit à la terre là-bas. Ils se reconnaissent comme autochtones. Donc, c'est une nouvelle génération. Il ne s'agit pas seulement de dire bah, Rwandais, non.
Moi, je n'aborde pas sous cet angle-là. C'est un problème qui doit être étudié calmement, voire parce que la paix de la RDC en dépend, et surtout que cette partie-là est très riche. Et nous avons des voisins qui ont tout intérêt à garder ces gens-là dans l'est du pays. Donc c'est un problème. Je sais que c'est un sujet épineux. Je sais que c'est un sujet très sensible, mais nous devons l'aborder froidement. Quand je dis nous, c'est-à-dire à un moment donné, les Congolais doivent se regarder en face, hein, et puis traiter ces problèmes des Hutus et des Tutsis à l'est de la République, bref, des rwandophones. Il y a une controverse, il y a un débat sur qui sont Congolais, qui ne le sont pas. Aujourd'hui, il y a la confusion. Il y a la confusion. Pourquoi? Parce que nous avons un État faible. Je ne dis pas qu'on jette les gens dans la mer. Non, je dis tout simplement, c'est un problème qui doit être traité froidement, surtout que à l'indépendance, ce problème n'était pas posé. On n'avait pas débattu sur ça pour poser la question aux colons. Vous nous donnez l'indépendance, mais nous avons des communautés qui sont chez nous. Hein? Comment est-ce que nous devons les considérer? Ce problème n'avait pas été posé. Et quand une fois nos parents ont eu le pouvoir, ils n'ont pas traité ces problèmes. Et aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu aussi un fonds de commerce. De tous côtés, il y a des gens pour se faire populaires. Ils utilisent un tel discours. Ah non, ils ne sont pas des Congolais. Parce que c'est un shortcut, c'est un raccourci. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui utilisent là, et c'est le même discours, pour leurs intérêts de fins politiques. Il y a le Rwanda qui instrumentalise aussi cette question. Voilà. Alors, aujourd'hui qu'on parle du découpage, je crois que le moment n'est pas indiqué. Parce que d'une manière générale, la RDC maintenant est plus que faible et nous sommes à l'approche des élections, s'il y en aura. Au cas où il n'y a pas d'élection, donc nous aurons une crise à RDC, ce n'est pas le moment. Il faut qu'il y ait un gouvernement légitime, issu, un gouvernement qui est réellement l'émanation du peuple, et ce gouvernement-là peut maintenant prendre les taureaux par les cornes et traiter ces problèmes calmement. Faire appel à des chefs coutumiers, à des sociologues, à l'Église catholique, même aux protestants, hein, parce que l'Église catholique a des archives. L'Église catholique a des archives. Consultez les archives des colons, hein, chez les Allemands, chez les Belges, et se mettre d'accord. On a eu beaucoup d'histoires, les Kimia 1, les Kimia machin, des conférences de Goma, mais qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Il faut absolument qu'on ait ce courage-là, sinon les États voisins vont toujours exploiter ça pour trouver un moyen de venir en RDC, piller nos richesses, mais en utilisant comme prétexte, ah non, voilà, tout ça et machin, machin. Nous sommes dans une sous-région, ici j'aimerais attirer l'attention des gens, les gens ne se rendent pas compte, la RDC est dans une sous-région où il y a eu des massacres et des génocides. Jusque-là, on parle plus de génocide du Rwanda. Mais il y a eu d'autres génocides. Ce que Kagame, sans langue de bois, ce que Kagame et l'armée rwandaise composée essentiellement des Tutsis ont fait sur les Hutus, sur le sol congolais, c'était génocide. Parce qu'ils n'ont pas seulement tué les militaires. Et ces gens-là, il suffisait que tu sois reconnu Hutu, on te tue. C'est à l'Équateur. Je ne vais pas citer des noms. Il y a un papa, hein,
qui était dans la territoriale à l'Est, vers les années 70, 70. Lui déjà à l'époque, il avait constaté que des expatriés accordaient un traitement de faveur aux Tutsis qui étaient au Nord Kivu. Et même les catholiques. C'est un prêtre catholique blanc. À l'époque, il avait fait un rapport. Ce rapport était parti à Kinshasa et on ne sait pas comment Bisengeman était tombé sur ce rapport. Il a été rappelé à Kinshasa. Il avait fait le Maniema, il avait fait le Sud Kivu, donc à l'époque c'était la seule province de Kivu, mais là je parle donc, il avait fait à Chabunda, il avait fait Uvira, même Fizi, il avait fait finalement Goma, c'était son dernier poste. Il est retraité, je ne vais pas citer son nom. Quand l'AFDEL est venu, l'AFDEL l'a trouvé dans la territoriale. Il avait déjà à peu près 40 ans dans la territoriale. Cette fois-là, il était à l'Équateur. À l'entrée de l'AFDEL à l'Équateur, il a été témoin comment on avait massacré les Hutus à l'Équateur. Et il m'avait dit, fils, nous avions fait, moi personnellement, j'avais fait 6 mois, je ne mangeais pas les poissons parce que beaucoup étaient morts, jetés dans la mer. Et il y a même des images qui existent. Le massacre des Tingi-Tingi, c'était sur base ethnique. Donc, quand nous parlons de ce sujet, nous parlons des êtres humains, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient migrants, mais nous sommes dans un contexte de conflits où il y a eu des massacres et des génocides. Nous devons faire très très attention parce qu'il s'agit des êtres humains et le pays est en crise. Nous sommes dans une sous-région qui est caractérisée par des conflits de tout genre. Je vais vous donner un peu la géographie des conflits là, le map. Vous avez la République centrafricaine. Ce qui se passe là-bas, c'est un conflit depuis un certain temps. Vous avez les catholiques, disons les chrétiens et les musulmans. Ça la forme d'un conflit religieux, mais au fond, c'est un problème politique. Ça, c'est la République centrafricaine qui est notre voisin. Vous avez au Sud-Soudan un problème politique, mais qui a pris un caractère ethnique. Les Dinka, les Noirs se sont tirés dessus et il y a eu beaucoup de morts. Les experts commençaient déjà à dire que c'est une forme de génocide. Vous avez le Rwanda lui-même, qui a connu un génocide. Et nous avons des FDLR jusqu'aujourd'hui en RDC. Nous avons aussi, du côté, à part les FDLR, vous avez des mouvements, tels que les M23, les CNDP, c'est la même chose qui changeait de nom. Mais quand vous regardez au fond, c'est composé essentiellement d'une ethnie, en tout cas en majorité. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'est la sous-région des Grands Lacs. Vous avez l'Ouganda qui a des gens en RDC, Adef Nalou, même si nous savons que tous ces gens-là, pour le cas de l'Ouganda, ces mouvements-là n'est pas vraiment une menace. Ils sont beaucoup plus là pour entrer de piller et de commettre des crimes pour les intérêts politiques de certaines puissances. À l'intérieur même du Congo, vous avez des massacres qui se sont commis au Congo là, au Katanga,
par 2 fois, on avait massacré des Kassaïens. Donc, que vous le vouliez ou pas, avec tout cela, il y a comme une culture qui s'installe. Même si au départ, c'était de manière artificielle, mais il y a cette culture qui s'installe, c'est-à-dire que tout problème se règle en exterminant des communautés. Donc, le moment n'est pas indiqué et nous savons, pour ces cas précis du Nord Kivu, qu'il y a des hommes politiques au Congo et il y a des hommes politiques, des responsables des pays voisins qui sont en train d'instrumentaliser ces choses, cette réalité. Il y a un vrai problème qui est communautaire, mais nous savons aussi que ce problème est exacerbé par des gens qui ont des intérêts politiques. C'est très très important. Il y a aussi les intérêts économiques. Maintenant, venons-en au timing. Pourquoi ces problèmes maintenant prennent de l'ampleur? Nous vous avions dit que le voyage de Mushikwabo en Angola, ce voyage est révélateur parce que nous avions dit que le Rwanda n'a plus, je n'ai pas un autre terme, n'a plus la bénédiction des États-Unis, de l'Angleterre, j'allais dire de la communauté internationale, pour régler des problèmes en RDC. C'est plutôt l'Angola qui a cette bénédiction. Et l'Angola le fait à double titre, notre voisin avec une longue frontière commune, mais aussi membre influent de la SADC et des GSM. Si vous suivez le langage de Kagame, je l'ai dit, il est très critique de la MONUSCO, mais il privilégie maintenant une solution des Africains. Il dit, nous les pays voisins, nous sommes affectés et nous avons les droits légitimes de voir clair dans ce qui se passe à RDC. Je suis en train de les paraphraser, je ne reprends pas tous les mots tels qu'il a dit, parce que ça nous concerne. C'est-à-dire, c'est une façon de dire, à la résolution de la crise qu'il y a au Congo, nous devons être à la table. Mais beaucoup plus, le Rwanda a infiltré ces sujets en RDC, dans l'état actuel du Congo. Je dis bien infiltré. Mais cela avait commencé bien avant, comme je vous ai dit, à l'époque coloniale, petite. Donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Et nous-mêmes, les Congolais, nous avons contribué à cette situation. Parce que quand vous donnez la nationalité aux gens, et qu'ils ont fait longtemps chez vous, et puis 10 ans après, vous vous réveillez, vous dites, non, on vous arrache la nationalité. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Alors, j'étais en train de dire, l'Angola maintenant va voir, plutôt le Rwanda va voir l'Angola, c'est dire, bon, voilà, nous devons régler ce problème, hein, nous devons, nous, les voisins. Donc, l'Angola est un voisin, le Rwanda est un voisin, l'Ouganda, ils veulent être impliqués dans cela parce que, et ils sont affectés, plus que la Centrafrique, plus que le Congo-Brazzaville. Du moins du côté du Congo-Brazzaville, vous n'avez pas beaucoup de réfugiés congolais qui ont fui les conflits là-bas. À part ceux qui avaient fui les conflits du côté de l'Équateur quand les MLC avaient le contrôle de l'Équateur. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Notre pays se trouve au centre
de l'Afrique. Et c'est le plus grand pays dans la région des Grands Lacs. Et c'est le pays le plus riche en termes de ressources minières et même d'autres ressources. Non seulement que nous sommes, parce qu'il n'y a pas un État fort chez nous, cette situation crée de l'instabilité chez les voisins, ça crée un problème d'insécurité pour leurs États, mais en plus de cela, nous sommes riches. Et il y a des États qui ont fait certaines performances économiques, tout simplement parce qu'ils puisent dans les richesses du Congo. Et ces États sont en contact avec des grandes puissances du monde. Maintenant, en évoquant cette histoire de voilà, nous les Hutus, nous voulons découpage. C'est un conflit qui était un conflit, j'allais dire, dormant, qu'on veut exacerber maintenant. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un problème au Kivu, il y aura le débordement va affecter les pays voisins. Dès que votre problème touche les pays voisins, c'est un droit que vous donnez à ces pays voisins de venir à la table pour résoudre ces problèmes avec vous. Donc, le Rwanda se positionne pour être à la table et fixer les problèmes de la RDC, à les résoudre, mais en essayant de les résoudre, donc le Rwanda cherche à continuer à garder son influence dans cette partie-là. Le Nord Kivu est très loin de l'Angola. Donc, normalement, les Angolais fermeraient les yeux s'il y a un problème, et ils ont toujours fermé les yeux, s'il y a un problème, c'est pas au Nord Kivu, ou au Sud Kivu. Mais l'Angola devient inquiète quand un problème se passe sur une partie du Katanga, du Kasaï, des Bandundu et des Bas-Congo. Parce que ces provinces-là font frontière avec l'Angola. Et comme il y a eu un problème au Kasaï, voilà, l'Angola a tiré la sonnette d'alarme. Est-ce qu'ils peuvent arriver à un accord? Pour dire, bon voilà, chacun va essayer de s'assurer que, le long de sa frontière, à l'intérieur du Congo, qu'il n'y ait pas de menaces. Et pour qu'il n'y ait pas de menaces, donc nous devons nous occuper de la sécurité de cette partie-là. Je venais de suivre le premier ministre israélien. On lui pose la question, on lui dit, bon maintenant Jérusalem est reconnue comme capitale par les États-Unis. On lui dit, mais est-ce qu'en retour tu peux accepter que les Palestiniens soient réellement un État, qu'ils aient un État indépendant? Il dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Mais seulement, ils peuvent être souverains, mais nous voulons, nous, avoir la responsabilité de la sécurité de l'État palestinien. On lui dit, mais non, c'est pas possible. Il dit non. Parce que là-bas, parmi les Palestiniens, il y a des gens qui sont à la sorte de l'Iran, et nous ne voulons pas que, au travers d'eux, l'Iran puisse nous embêter. Pour nous, c'est un problème de sécurité d'État, et ça ne se négocie pas. Si les Palestiniens ne veulent pas que nous puissions avoir en charge la sécurité de l'État palestinien, eh bien, ça c'est leur problème. Parce que l'Israël ne va jamais permettre que les Hamas, qui est en contact avec l'Iran, hein, puisse être libre, que l'État palestinien puisse acquérir des armes et tout ça, comme ils veulent, et puis poser des problèmes à Israël. C'est au fait, quand vous regardez le même prétexte que le Rwanda, ils ne veulent pas d'une Kivu qui échappe à leur influence,
au motif que ça représente une menace pour la sécurité du Rwanda. Et malheureusement, dans le passé, il y a eu des événements, des activités qui donnent raison au Rwanda. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais qui font que le Rwanda a un argument fort à présenter à la chute du maréchal Mobutu. Il y a eu des tentatives par les FDLR. À l'époque, je ne sais pas si on les appelait pas encore FDLR. Du moins, l'armée rwandaise qui était venue à RDC tentait de s'organiser pour aller faire tomber le régime de Paul Kagame. Et la présence des FDLR devient un prétexte. Maintenant, ça arrange le Rwanda que ces gens-là soient là. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir l'influence sur une province qui est très riche et ça fait leur économie. Est-ce que l'Angola disait, je peux accepter d'étendre, dans le cadre de la SADC, son influence jusqu'à l'est du pays? Ça, c'est une autre question. Donc, ils peuvent arriver à un accord où ils s'entendent. Et là, ça sera, il faut le dire, au détriment de la RDC. Ce sera au détriment de la RDC. Alors, venir soulever le problème de découpage maintenant, c'est une façon d'aggraver la crise pour donner prétexte au Rwanda. Que non, voilà, là-bas, les gens sont en train de s'entretuer, tout ça. Donc, comme l'État congolais est faible, nous devons être présents militairement là-bas parce que ça risque de nous affecter, surtout que nous avons connu le génocide dans le passé. C'est très important ce que je dis maintenant. Voilà pourquoi nous devons absolument suivre cette affaire des Hutus qui sont beaucoup plus nombreux que les Tutsis dans le Nord Kivu. Beaucoup plus nombreux que les Tutsis dans le Nord Kivu. Sur cette question, les Hutus et les Tutsis, ils sont d'accord. Hein. Souvent, il y a des questions qui les divisent, mais il y a des questions qui les mettent aussi ensemble. Quand il s'agit d'être contre les Nandais, parce qu'il y a un problème de terre, là, ils sont d'accord. Et moi, j'aimerais être franc avec vous. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, dans l'accord cadre d'Addis Abeba, quand vous le lisez, il était dit là-bas, il y a une clause qui parle de land issue. Donc, le problème de la terre doit être réglé. Ça, c'est au niveau international, c'est reconnu qu'il y a un problème de terre. Et puis, malheureusement aussi, c'est reconnu qu'il y a un problème d'ethnie. Vous savez, la guerre du Congo a été présentée comme une guerre ethnique. Alors, le régime de Kinshasa laisse faire. Parce que si le Rwanda vient, l'Ouganda vient dedans, hein, eh bien, en tout cas, les infiltrés du Rwanda, ils seront requinqués et le Rwanda peut dire non, voilà, il y a une communauté ici, il ne faut pas qu'on... Voilà, donc il y a tout ça, il y a... en dessous, ce sont les intérêts, des grands intérêts. Des grands intérêts. Nous voyons Mushikwabo en même temps, Louise Mushikwabo, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ça a été annoncé par Jeune Afrique, qu'ils veulent avoir le secrétariat général, le Rwanda veut avoir le secrétariat général de la francophonie. Il y a des gens qui ont sursauté, non, le Rwanda n'a jamais quitté totalement la francophonie. Même au sommet de la francophonie à Kinshasa, le Rwanda a été représenté.
Ce qui est vrai, le Rwanda s'était beaucoup engagé du côté des Commonwealth. Ceci nous fait dire quoi? Que le Rwanda sent que de plus en plus, du côté des anglophones, leur position commence à changer. Même Mobutu l'avait fait. Il était avec les Américains, et puis à un moment donné, après la guerre froide, il y a eu une division entre les Américains et les Français, et ça persiste jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ils sont toujours ensemble, les Américains et les Français, mais sur certaines questions, ils ne marchent pas ensemble. Et le maréchal Mobutu, sentant que la pression venait beaucoup du côté des Américains, il s'était beaucoup appuyé du côté des Français. C'est comme ça que la RDC, les Zaïre à l'époque, avait intervenu au Rwanda pour stopper l'avancée des FPR lors de leur première tentative d'envahir le Rwanda. Le maréchal Mobutu l'avait fait, non pas pour l'intérêt de la RDC, mais c'était beaucoup plus pour l'intérêt des Français. Parce que le régime d'Abiyarimana était ami aux Français, avait le soutien de la France. L'opération turquoise, c'est dans le même sens. Ça, c'est quand la deuxième fois il y a eu la guerre au Rwanda. Tout va autour des intérêts. Alors, le Rwanda maintenant sent que non, il y a des choses qui ne passent plus dans le monde anglophone. Ils se rapprochent, ils veulent s'investir à fond dans le monde francophone. Et quand vous regardez même la diplomatie rwandaise depuis un certain temps, le président Kagame a fait beaucoup de voyages dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est une question d'échanger des partenaires, de chercher des soutiens à gauche et à droite. Et là, les Américains le savent, j'étais en train de lire un livre aujourd'hui, hein, où il y a eu Herman Cohen qui a parlé, il y a eu un autre ancien sous-secrétaire d'État qui a parlé, des experts de l'époque qui parlaient comment la lutte qu'il y avait entre la France et les États-Unis sur le problème du Rwanda et de la RDC. Déjà, il y a un ancien secrétaire d'État américain qui disait que même en pleine guerre froide, les Américains n'avaient pas totale confiance à Mobutu, au président Mobutu. Mais la guerre froide obligeait qu'ils soient alliés. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient que la fin de la guerre froide et ils l'ont fait dès que c'était fini, ils l'ont abandonné. Et la France aussi n'attendait qu'une telle opportunité, voulait récupérer un produit pour les Américains, s'était expiré et ils voulaient récupérer. Nous devons faire très attention, nous applaudissons quand on parle de la SADC, quand on parle de l'Angola, c'est bien. Mais où est l'intérêt de la RDC? C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Même quand Nelson Mandela est venu négocier, et c'est pour on l'a désigné comme médiateur de la crise congolaise, c'est à ce moment-là que l'Afrique du Sud, ici je parle des Noirs, l'élite noire de l'ANC, c'est Mandela qui l'a positionné, qui a fait que cette élite noire soit influente dans la situation de la RDC jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que les Noirs, hein, dirigeants sud-africains, ont beaucoup d'intérêt à RDC. Tous, je dis bien tous. Peut-être pas au même titre, mais tous. Alors, il y a des gens qui posent déjà des questions. Laissez d'abord que je termine. Nous allons revenir. Le temps est parti. On a déjà fait pratiquement 1 heure. Bon, laissons ce sujet.
nous ne saurons pas l'épuiser, mais il faut voir les choses sous l'angle de la sous-région, du continent africain et sous l'angle des grandes puissances dans le monde. Quand vous avez un président de Botswana qui dit que l'humanité pouvait gagner plus si la RDC était stable, le Botswana fait partie de la SADC. Les richesses de la RDC, leur impact, je vous ai dit jusqu'au Kenya. Quand vous allez en Afrique australe, la Zambie, les Zimbabwe, la Namibie, pas beaucoup Namibie, mais oui, la Namibie même, et l'Afrique du Sud. Ceux qui vivent en Afrique australe, ils vous diront. Du-moins, pour ceux qui connaissent, vous pouvez voir des gros camions qui quittent l'Afrique australe, qui viennent au Katanga pour prendre des minéraux. Les commerces qui se fait de ce côté-là, parce que dès Lubumbashi jusqu'à Johannesburg, tu peux aller par route et la route est bonne. Il y a même des bus qui quittent Dar es Salaam, là c'est déjà Afrique de l'Est, qui viennent jusqu'en Afrique du Sud. Quand il y a crise en RDC, ça se ressent dans tous ces pays-là. La Zambie, premièrement, va en souffrir. Moïse Katumbi, quand il est devenu gouverneur, il a fait chanter la Zambie. Parce qu'il était poursuivi par le gouvernement de Mwanawasa. À un moment donné, il a dit, bon, ok, vous faites ça, mais nos minéraux ne vont plus passer par chez vous, tout ça, machin. La Zambie était obligée de négocier avec lui. Et ils sont allés négocier à Lomé, au Togo. Là, maintenant, quand Mwanawasa est mort, Michael Sata est venu. Dans cette négociation, le fils de Michael Sata était là. Donc, vous voyez que l'impact de nos richesses est dans toutes ces régions là-bas, dans tous ces pays-là. Mais nous ne saurons pas épuiser ces dossiers. Nous allons un jour revenir sur ça. Maintenant, venons-en à ce qui va se faire, ou bien qui se fait déjà de l'affaire de la Cour constitutionnelle, parce que les gens lisent cela, hein, comme quoi, bon voilà, Kabila va se présenter. Mon point de vue personnel est que Kabila ne va pas se présenter. Il ne sera pas candidat. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je peux avoir tort, mais je vous dis non. Ça, c'est la ligne rouge qu'on avait tracée depuis Kerry et jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que Kabila n'arrive pas à se positionner malgré les tentatives comme candidat. Mais je ne dis pas qu'il manque de tentatives. Il y en a. On veut voir comment faire les choses. Mais lui-même, il le sait. Il est totalement acquis qu'il ne peut pas être candidat. S'il le fait, il traverse une ligne rouge. Il aggrave sa situation. Il a déjà dit à ses pairs, bien que il ment souvent, de l'Afrique australe qu'il ne sera pas candidat. Il a dit au pape, mais comment est-ce qu'il fait? Bien qu'il a dit qu'il ne sera pas candidat, il rend impossible la tenue des élections. Il ne sera pas candidat, mais entre-temps, c'est lui qui est au pouvoir. Même si c'est un pouvoir de fait. En attendant quoi? Je ne sais pas. Peut-être en attendant qu'il y ait une nouvelle donne. Mais pour l'instant, il veut rester là. Mais être le candidat proclamé qui sera candidat, non, il ne le fera pas. Donc tout ce que font ces gens, c'est peut-être aussi une façon d'apaiser les gens de son camp. Parce que là-bas,
Comme disent les Mongos, un proverbe balaksana nyokate. C'est-à-dire, si un serpent veut mordre Matata en pogno et que Minaku voit qu'il y a un serpent qui veut mordre Matata en pogno, Minaku ne va jamais crier hey, fais attention à un serpent, non. Alors pendant ce temps, il essaie un peu de garder l'unité dans son camp. Mais c'est une unité de façade, mais il en a besoin parce que ça peut exploser. Je vous ai dit hier qu'avant-hier, à Washington, il y a eu une session à l'Assemblée nationale qu'on appelle là-bas House of Representatives. Dans la commission des affaires étrangères, la sous-commission africaine, on a parlé de la protection de la société civile et des leaders religieux en Afrique au sud du Sahara. Et la situation de la RDC a été évoquée. C'était, oui, avant-hier. Moi, chez moi, il est déjà le 11. Je crois que c'est le cas partout. C'était avant-hier le 9. Et le monsieur qui parlait, c'est quelqu'un qui a été diplomate, il a été conseiller de Susan Rice, tout ça, machin, même d'Hillary Clinton. Il a dit la RDC est dans une situation, ça peut exploser à tout moment. Je ne crois pas que Kabila va faire une telle chose, de dire qu'il est candidat. Non, je ne crois pas. Je peux me tromper. Quelqu'un, Philippe de Constançon, a dit le président Burundi a traversé la ligne rouge, mais il est toujours l'Andeko. Ah oui, le Burundi n'est pas la RDC, mon frère. L'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. L'enjeu n'est pas le même. La RDC, c'est un grand pays avec des richesses extraordinaires. Le Burundi l'a fait, mais pourquoi Kabila ne l'a pas fait? C'est depuis 2016, non? Depuis 2015 même. Il a tenté, chaque fois qu'il tente, ça ne marche pas. Il peut le faire, il peut appeler Minak ou il appelle Kengo, il dit, bon voilà, faites ça, ça passe. Voilà, donc moi je ne crois pas, donc certainement c'est une façon de caser ces gens, bon, et on saura le plus dans l'avenir, mais je ne crois pas c'est un rapport avec sa candidature, nous pouvons parier. Les élections, il peut peut-être créer une situation que les élections ne se tiennent pas le 23 et apparemment, ça sera difficile que les élections se tiennent le 23. S'il y en a, ça sera des élections chaotiques, plus chaotiques, comme je l'ai dit hier, par rapport à celles de 2011. Or, là, ça va encore aggraver la situation. Je clôture sur ce sujet. Je voudrais parler maintenant de la situation au Kasaï. Il y a une vidéo qui circule. Nous étions au courant de beaucoup de choses parce que nous avions des gens sur terrain, nous avons travaillé, nous avons été associés pour dire vrai un peu par la Fédération internationale des droits de l'homme quand ils faisaient leurs enquêtes. Nous avons été associés, nous étions au courant de beaucoup de choses. Et nous comprenions que le pouvoir de Kabila puisse chercher à cacher ces conflits. Quand on a fait les appels de fonds pour la RDC, vous avez vu, la RDC a refusé parce qu'ils ont beaucoup à cacher au Kasaï là-bas. Évidemment, à l'Est, mais ça c'est plus récent, c'est des crimes qui sont commis pendant que Kabila n'a plus de mandat sur le plan constitutionnel. La situation est grave au Kasaï.
C'est une forme de... On est en train pratiquement de décimer les gens, mais en silence. On a créé une situation pour que le plus grand nombre de gens puissent mourir. Heureusement qu'ils ne peuvent pas cacher ça à tout moment. Il y a des images. Je parlais avec une dame qui était à Béni. Hein, c'est une expatriée, mais qui a des gens au Kassai. Les mois passés, elle me disait que non, la situation du Kassai, quand on verra ça, ce qui s'est passé là-bas, elle m'a dit ça pourrait accélérer les choses contre Kabila. Contrairement, je continue à vous dire, contrairement à ce que les gens disent de la visite de la dame qui était venue de la CPI, croyez-moi, elle n'était pas venue en villégiature. Non. Laissons le temps et nous allons revenir ici pour vous en parler dans les détails de beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. En fait, il a visé beaucoup de choses dans cette affaire du Kassai. Beaucoup. Retarder les élections, mais il y a aussi les problèmes des intérêts miniers. Il y a aussi un problème de, j'allais dire géopolitique, pour placer leurs gens dans des provinces. C'est pour cela, la province du Kassai, la province de Bandundu, la province du Bas-Congo sont très stratégiques pour le Rwanda. Hein? C'est en rapport avec l'Angola. Ces provinces frontalières à l'Angola et la province du Katanga, une partie du Katanga. Ces problèmes frontalières avec l'Angola, cette présence à la frontière dans ces provinces frontalières avec l'Angola, la présence des rwandophones, il faut prendre ça très au sérieux. Mais, disons-le tout de suite, ils sont perdants dans cette affaire. Plus le temps va passer, plus ils vont perdre. Alors, le problème du fichier, bon, écoutez, cette histoire de fichier, moi je l'avais dit avant. J'avais dit que quand on a publié le nombre d'enrôlés, j'avais dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a donné plus de poids sur le plan démographique à l'Est, alors que c'est là-bas qu'on massacre des gens depuis que l'AFDEL est venu. Les élections de 2006, rentrez, vous allez voir les chiffres. La balance pesait du côté de l'Est, ce qui n'est pas normal. Les élections de 2011, même. Maintenant, on veut répéter la même chose. Ou on a déjà répété. Et avec les chiffres publiés par la CENI, on peut voir qu'il y a des provinces à l'Est qui ont connu des croissances incroyables par rapport au nombre d'électeurs. Parce qu'il n'y a pas que des morts, il y a les déplacés. La plupart des gens qui sont en Ouganda, au Rwanda, des réfugiés, et même à l'étranger. Moi, j'étais volontaire au ACER dans un pays africain, j'étais interprète. Quand vous allez dans le pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe, la plupart des réfugiés, la majorité sont des gens de l'Est, nos frères congolais de l'Est. Et quand quelqu'un quitte l'Est, arrive là-bas vivant, sur 10 personnes, peut-être 5 ont déjà trouvé la mort en cours de route. Ça ne tient pas debout que de ce côté-là, il y a des croissances. Non, c'est pour cela que j'avais dit, si Dauphin de Kabila, il sera quelqu'un de l'Est.
ils tuent à l'Est, mais ils utilisent aussi l'Est pour justifier la tricherie lors des élections pour dire ah, l'Est a voté pour Kabila. Vous regardez certaines provinces, notamment, moi je continue à parler des provinces souvent comme elles étaient avant les découpages. Et même les découpages, beaucoup de gens n'avaient pas compris, les découpages c'était un calcul électoral. Il y avait des cibles quand on a fait les découpages des provinces. Sur le plan électoral, c'était au Katanga, c'était Moïse Katumbi. Et on visait aussi l'UDPS. Et vous allez voir, par exemple, Badolite, hein, disons le nord de l'Équateur là-bas. Ils n'ont pas vraiment connu la guerre là-bas. Donc, hein? Vous verrez que les chiffres à l'Équateur n'ont pas vraiment changé. Au Kasaï, c'est même grave. Kinshasa, ils essaient toujours de diminuer la population d'électeurs à Kinshasa. Il y a des calculs derrière ça. Et c'est ce qui est malheureux parce que nous n'avons pas eu de recensement. Ce n'est pas parce que nous tous, nous ne voulions pas Kabila fasse des recensements parce qu'il allait officialiser ces chiffres dans le cadre du recensement. Hein? Ces données ici qui sont fausses. Si on avait fait le recensement, il allait maintenant rendre ces données officielles. Mais entre-temps, nous étions tombés dans un piège. Comme il n'y a pas de recensement, donc, la CENI peut se réveiller, changer des chiffres comme elle veut. Hein? Donc, nous sommes dans une tricherie bien étudiée, bien organisée. C'est ça, notre malheur. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, l'affaire de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas pour qu'il soit candidat. Et je ne dis pas que les choses sont faciles pour eux cette fois-ci. Non, pas du tout. Parce que maintenant, là, il n'a plus la communauté internationale avec lui. Je ne dis pas que tout le monde l'a abandonné, mais en tout cas, la majorité de ses soutiens. Et il y a des gens qui disent, ah non, j'ai toujours dit ça, il faut faire attention. Hein. Les Angolais que vous voyez ici, pendant la guerre froide, ils étaient du côté des Russes, tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas meilleur allié des Angolais dans la sous-région, meilleur allié des Américains, si ce n'est des Angolais. C'est un problème d'intérêt. Les Angolais ont dit plutôt les Américains ont dit à Savimbi d'accepter les résultats des élections. Savimbi a refusé. Ça l'a conduit à la mort. Ils ont oublié que c'est leur allié. Ça conduit Savimbi tout droit à la mort. Ce n'est plus le cas comme avant. En tout cas, je ne dis pas que Kabila est abandonné de tous, non, mais il n'a plus ce soutien qu'il avait avant. Où on fermait les yeux, il pouvait tout faire. Déjà même Kagame n'en a plus comme avant. Il y a des pays qui ont coupé complètement l'aide publique qu'ils accordaient au Rwanda. C'est un pays de la Scandinavie jusqu'aujourd'hui. Le monde est devenu beaucoup plus regardant sur certaines réalités dans la sous-région des Grands Lacs. Je ne dis pas pour notre intérêt, c'est pour leur intérêt, mais il faut qu'ils trouvent des prétextes. Parce que c'est un monde d'intérêt.
Voyons ce que Kabila va faire dans les jours à venir, mais je ne crois pas qu'il sera candidat. Je ne crois pas. Dans le contexte actuel, non. J'ai appris que M. Atundu, lui qui est le porte-parole, je crois, de la soi-disant majorité, aurait dit que si Moïse Katumbi accepte que Kabila soit candidat, et lui aussi, on pourra lui permettre qu'il rentre au pays, qu'il soit... Moi, je ne prends pas ça au sérieux. Je ne sais même pas si Atundu peut dire ça. Je ne prends pas ça au sérieux. Parce que le problème de la candidature de Joseph Kabila n'est pas lié à la candidature de Moïse Katumbi. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui l'a empêché d'être candidat. D'abord sur le plan constitutionnel, mais pour être franc, l'Occident a utilisé notre constitution pour l'écarter de la course. Kagame est resté, non? Il a modifié la constitution de son pays. Alors, quelqu'un me pose la question, à Anglo-Congo, que pensez-vous de la dernière sortie médiatique d'Honoré Ndanda? Ah, mon frère, pour qui roule vraiment, quel est l'essence de son combat? Écoutez, moi je n'aime pas la polémique. Je n'ai pas suivi Honoré Ndanda sur ce point-là. Et quand je l'aurais suivi, je pourrais donner mon point de vue. Bon, mais vous posez la question, quel est le sens de son combat? Voilà. Il faut d'abord définir ce combat. Moi, j'ai lu tous les livres d'Honoré Ndanda. Et quand vous les lisez, c'est plein d'informations. Et je vous recommande de lire ça. C'est plein d'informations utiles qui peuvent faciliter la lecture de la situation de la RDC. Il a été patron des services de sécurité, il a été ministre de la Défense, et la guerre est arrivée pendant que c'était lui le conseiller spécial du feu maréchal Mobutu en matière de sécurité. Donc, il a un certain nombre de renseignements. Mais je me dis, compte tenu de la nature du régime de maréchal Mobutu, se limiter seulement à lire Honoré Ndanda et prendre tout ce qu'il dit comme vérité, ça serait une erreur. Ça serait une erreur. Parce qu'il peut tout vous dire, mais il ne peut pas vous dire ce que lui a fait. Ce qu'il a dénoncé sur le Rwanda, l'Ouganda, dans la plupart des cas, quand vous vérifiez, c'est vrai. Mais il ne peut pas vous dire les rôles que le régime du maréchal Mobutu a joué quant à la déstabilisation de... Pourquoi Honoré Ndanda n'est pas aussi éloquent, parleur sur l'Angola? Il connaît beaucoup sur l'Angola. Sur l'instabilité, la guerre de l'Angola. Il connaît autant qu'il connaît la situation du Rwanda. Savimbi avait base arrière, c'était les Zaïre. Mais maintenant, ce qu'il dit par rapport au Rwanda et à l'Ouganda, et à certaines puissances anglo-saxonnes, non, il faut reconnaître ça, c'est vrai. Mais il ne dit pas tout. Maintenant, là, je parle de Honoré Ndanda, je ne parle pas de la PARECO. La PARECO, ça, c'est une autre affaire. C'est ce que la PARECO fait, parce que la PARECO n'était pas conseiller spécial du maréchal Mobutu. La PARECO n'était pas le patron de la sécurité, hein? Non, c'était M. Honoré Ndanda. Et il faut lire ces livres. Moi, j'aimerais qu'il en écrive encore d'autres sur, par exemple, c'est que l'implication de la RDC en Angola, par exemple. Sur certains chefs d'État de la sous-région, comment ils ont été déposés. Sur le Burundi, Bagaza, quel est le rôle qu'avaient joué les Zaïre à l'époque?
J'aimerais qu'il s'étende sur ce point-là. Mais malheureusement, on ne peut pas tout lui demander. Il n'est pas le seul. Des gens tels que Mokolo Wapombo, il était patron de M. Honoré Mbanda. Ce sont des gens qui doivent parler. Bon. De ce point de vue-là, je ne veux pas entrer. Je dis, bon, tant qu'ils vont sensibiliser les Congolais sur, oh non, voilà, le pays, et ils disent le pays est occupé. Bon, là, c'est encore un débat. Est-ce que le pays vraiment est occupé comme la France était occupée par l'Allemagne? Ça, c'est un autre débat. Mais ce qui est vrai, il y a des éléments militaires étrangers en RDC. Mais l'armée congolaise, l'armée actuelle, est composée essentiellement de Congolais. La majorité sont des Congolais, il faut le dire clairement. Mais il y a des éléments étrangers là-dedans. Ça aussi, c'est vrai. Allons-nous appeler ça occupation, infiltration? Je vous laisse la liberté, mais quand nous regardons l'histoire des pays qui ont été occupés, c'est difficile qu'on appelle ça occupation. À moins que ce soit une nouvelle forme d'occupation. L'essence de ce combat, ils disent qu'ils sont résistants. Moi, j'ai fait des études de conflit. Il y a plusieurs formes de résistance. S'ils disent qu'ils sont résistants pacifiques, je peux encore leur accorder cela. Et dans ces cas-là, il faut considérer les partis politiques en RDC de l'opposition, en tout cas pour les vrais partis. Ils sont, en fait, quand vous regardez les partis politiques qui sont dans l'opposition RDC, ils sont dans la résistance, mais une résistance pacifique. Parce que l'opposition s'est faite dans une situation normale, où vous avez un pouvoir légitime et vous vous opposez à ce pouvoir-là. Et je ne conçois pas, bon, je vais terminer sur cette question, je me suis beaucoup étendu là-dessus, mais ça fait polémique. Moi, je ne conçois pas qu'on se dise résistant et qu'on n'a jamais fait de victimes du côté des bourreaux, hein, des envahisseurs, des occupants, et même de notre côté qu'on n'a jamais fait de victimes. Je parle ici des morts. Pas de victimes, pas de prisonniers. Moi, je ne conçois pas ça. Quand vous regardez l'histoire, vous savez que au Vietnam, c'était la résistance des Vietnamiens contre les Américains. En France, c'était la résistance contre les Allemands. Ce que faisait l'ANC, c'était à la fois aussi une résistance. Si vous prenez ce qui est en Afghanistan, hein, mais pour les talibans là, et ils disent que nous sommes contre la présence des Américains, ils se considèrent comme des résistants. Et vous avez des victimes du côté des Américains et du côté des Afghans. Bon, quelle est cette résistance que nous les Congolais nous avons inventée, où nous ne faisons pas de victimes là-bas, et là-bas aussi, de notre côté ici, il n'y a pas de victimes. Peut-être c'est une forme de 1+4 hein, que nous avons inventée, parce que nous sommes le seul pays où il y a eu 4 vice-présidents. Alors peut-être nous sommes aussi le seul pays où il y a une résistance, mais il n'y a pas de victimes de part et d'autre. Même la résistance pacifique. Ah, peut-être que le concept d'occupation a évolué. Hein, vous pouvez avoir raison. Peut-être que ce concept a évolué, acceptons-le comme ça, mais si on doit se référer à l'histoire, c'est difficile qu'on dise que... Parce qu'ici, nous avons... Bon, quelqu'un me pose la question, qui dirige l'armée congolaise? C'est Potebaou Libofunda. Si moi, je dois vous donner mon point de vue, tout de suite là, je ne sais pas vous parler de qui, des commandants en chef, ou bien des chefs d'état-major, parce que le chef d'état-major, c'est le général Didier Toumba. Didier Toumba n'est pas venu avec l'AFDEL, hein, les gens oublient. Didier Toumba, c'était un ex-phase. Même Bissengemana, qui était à la police, n'est pas venu avec l'AFDEL, c'était un ex-phase.
C'était une ex-phase. Il y en a d'autres qui sont venus avec AFDEL, ça c'est vrai. Donc nous sommes dans une situation, c'est difficile de dire occupation. J'ai dit c'est difficile. Mais j'ai dit qu'il y a des étrangers qui sont dans l'armée congolaise. Ça, je le reconnais. Maintenant, commandant en chef, je vais oser dire, moi, je donne mon point de vue. Ça peut être faux ou vrai, mais je vais appuyer cela. Le commandant suprême de l'armée congolaise, c'est Joseph Kabila. Quand vous entrez dans les câbles diplomatiques des Américains, quand on a mis, mais pour te laisser que je réponds, vous dites Etumba est aux ordres de Kabila, mais un chef d'état-major est toujours aux ordres du chef de l'État. Le chef d'état-major est toujours, parce que le commandant suprême c'est le président de la République. Ouais. Alors je voudrais dire ceci, cette affaire, il ne faut pas qu'on s'embrouille. Ce n'était pas notre sujet, mais je ferai que j'en parle. C'est un sujet polémique. Joseph Kabila, que certains présentent comme un étranger. D'autres disent que c'est un Congolais. Il y a une controverse. Quand vous entrez dans les câbles confidentiels diplomatiques des Américains, voici ce qu'ils ont dit. Quand on a mis Joseph Kabila en place, même avant, Joseph Kabila, les gens ne savent pas, en dehors de la Chine, il était parti en formation aussi au Kiba. Nono Lotula, qui est en prison à Makala, qui a connu Mouzé en Tanzanie. Mouzé est encore en vie. Les Américains s'arrangent pour avoir Nono Lotula à côté, il leur fait des confidences. Il dit Mouzé a envoyé son fils au Kiba. Il parle de Joseph Kabila, son fils Joseph Kabila au Kiba, pour une courte formation. Ça, c'est avant que Mouzé ne meure. Mouzé Kabila est reçu par la presse belge. Nous ne sommes pas là pour raconter ce que les gens, sinon je viendrai vous mentir. On lui dit que il y a eu des massacres. Et ça, la vidéo existe, hein, nous avons ça. Si tu me demandes, je peux chercher dans mes archives, je t'envoie. Il était reçu par la presse belge. À l'époque, il y avait ce qu'on avait appelé la commission d'enquête de l'avocat chilien, je crois, Gareton, qui avait désigné Équateur comme lieu prioritaire pour aller mener ces enquêtes. Ensuite, ils vont aller à l'Est. Le Mouzé refuse que ces gens-là aillent à l'Est, plutôt à l'Équateur. Et vous savez, il y a eu même des gens qui ont marché, tout ça, des chefs coutumiers. Maintenant, c'est d'ailleurs Colette Bragman qui dit à Mouzé, tu refuses parce que ton fils, quand on a commis des massacres contre les Hutus à l'Équateur, ton fils était là comme commandant. Et c'est vrai. Kabila était là-bas comme commandant à l'Équateur. Les troupes qui sont allées massacrer les Hutus là-bas. Mouzé répond que non, ce n'est pas mon fils qui a commis ces massacres. Ce sont plutôt les troupes des FPR. La vidéo existe, mais les gens n'aiment pas regarder ça. Je ne prends pas la défense de Kabila ici. Moi, je veux qu'il parte. Mais quand il prend le pouvoir, non, un autre élément, quand vous entrez dans les câbles diplomatiques, quand Mouzé s'est brouillé avec ses alliés rwandais et ougandais, Joseph est resté avec Mouzé. Le président Chiluba avait ouvert une partie de sa frontière pour que les RCD puissent entrer au Katanga.
Ils sont passés par la Zambie. Ça est dans les câbles diplomatiques. Mosé Kabila est informé. Et sa source, c'était le chef d'état-major de l'armée zambienne qui a envoyé l'information à Mosé pour dire que Chiluba est des mèches avec le Rwanda et l'Ouganda pour ouvrir sa frontière et que ces gens-là entrent au Katanga. Mosé Kabila envoie en mission qui? Il envoie en mission confidentielle Joseph Kabila et Katumba Mwake qui vont voir président Frédéric Chiluba par rapport à cette situation. Ça, c'est une mission confidentielle. Il s'agit des Rwandais mélangés des Congolais qui viennent pour entrer au Katanga, qu'il envoie Joseph avec Katumba Mwake pour aller en parler avec un autre chef de l'État qui est de mèche avec les autres. Mosé n'était pas bête. Je laisse ça. Dernier élément, trouvé dans les câbles diplomatiques. Quand Mosé meurt, Joseph prend le pouvoir. Voici ce que dit l'ambassadeur américain après l'entretien, quand Joseph a demandé qu'il rencontre l'ambassadeur américain. Il dit, nous avons rencontré ce jeune homme, il nous a impressionnés dans sa manière de parler. Il est au fait de la situation. Maintenant, dans les commentaires, Joseph leur a dit non, mon père est mort pour la paix, il faut qu'on ait la paix, tout ça, machin, machin. Maintenant, dans les commentaires de l'ambassadeur, il dit, sa mère, la mère de Joseph, il dit, c'est une Tutsi. Et il dit la même chose de Maître Jean Mbouyou, l'actuel conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph. Il dit que leur maman, ce sont des Rwandais, des Rwandaises, Tutsi. Je vous recommande d'aller dans les câbles diplomatiques. C'était publié par Wikileaks, vous trouverez ça. Et chaque rapport comme ça, vous trouvez le nom de celui qui a envoyé ça. Parfois, c'est le conseiller diplomatique, parfois, c'est le chargé d'affaires, parfois, c'est l'ambassadeur américain lui-même. Mais maintenant, c'est poser la question, il travaille pour les intérêts de qui? Ça, c'est une question fondamentale. Nous devons poser la question en termes pour qui il travaille. C'était premièrement pour l'intérêt des Américains, dans la sous-région pour l'intérêt des Rwandais, des Ougandais, et même l'intérêt des Angolais. Kabila ne pouvait pas faire autant d'années au pouvoir si l'Angola voulait s'en débarrasser, c'était tout de suite. Ça s'est fait quelque part avec l'accord des Angolais. Les Angolais sont dedans, les Rwandais, les Ougandais. Et même les Sud-Africains. Dans la sous-région. Mais comme les Rwandais ont beaucoup tué chez nous, nos yeux sont tournés vers le Rwanda, nous ne parlons pas des soutiens des Angolais. Évidemment, lui, pour des raisons de parenté, et je vais ajouter ceci. En 2004, il y a un autre câble diplomatique. En 2004, un ambassadeur belge, je ne vais pas citer son nom parce qu'il est encore dans la diplomatie belge. Ils tiennent une réunion très stratégique avec les Américains.
à Kinshasa. Ils sont en train de parler qui va remplacer en 2004, s'il vous plaît, qui va remplacer Joseph Kabila. Là-dedans, ils citent les noms des gens. Entre autres, la liste est longue, des personnes qui sont encore là. Ils citent à l'époque Monseigneur Mosengo, ils citent Olivier Kamitatu. Mais sur le point d'Olivier, quand on donne les noms, ils discutent, ils analysent, ils disent pourquoi tel, pourquoi pas tel. Quand ils arrivent sur la question d'Olivier Kamitatu, l'ambassadeur belge dit aux Américains, non, Olivier Kamitatu a le même problème quand Joseph Kabila a un problème de parenté. Je n'invente pas, les câbles existent, je les sauvegarde parce que un jour, et il dit clairement, l'ambassadeur belge, il dit, le vrai père d'Olivier Kamitatu, c'est un Belge. Et il donne même sa profession. Il dit, avec ces problèmes de parenté, les Congolais sont devenus très sensibles. Nous sommes en 2004. Souvenez-vous, Jean-Pierre même avait fait sa campagne. Les militants qui le suivaient parlaient de Mwana Mboka. C'était un message pour dire qu'il a en face un homme Mwana Mboka. Je ne dis pas que c'est vrai. Alors, maintenant, les Belges l'ont dit aux Américains, il dit, les Congolais, lui ne parle pas de la nationalité, ils sont devenus très sensibles avec les problèmes de parenté avec les étrangers. Et il donne cet élément d'information sur Olivier Kamitatu. Je ne vous dirai pas ce qu'ils ont dit du cardinal Mosengo, à moins si vous faites l'effort d'aller chercher vous-même. Ils ont les failles, les dossiers de tout acteur politique majeur. C'est là-dedans où j'avais trouvé, par exemple, déjà en 2006-2007, on parlait de la possible succession de Tshisekedi. Et parmi les gens cités, on parlait aussi de Félix Tshisekedi. Mais je ne vous donnerai pas les détails. Ça, ce sont les Américains qui parlaient de ça. Parce que vous, quand vous lisez cet ensemble d'informations, moi j'ai fait l'effort de lire beaucoup sur tous les câbles de la RDC, en tout cas là, je dirais même 75%, mais aussi les câbles des pays voisins et même de certains pays lointains du Congo, de la RDC. C'est alors que vous allez comprendre que les États-Unis, ils sont obsédés des renseignements. Et ça fait partie de leur... C'est comme ça que vous tenez le leadership. Quand vous connaissez beaucoup sur les gens, ils ont les dossiers, les failles de tous les acteurs politiques majeurs en RDC et même de ceux qui vont devenir, de ceux qui deviendront acteurs politiques dans 10 ans. Déjà, maintenant, ils parlent d'eux. Vous allez là-bas, vous allez trouver beaucoup de noms. Hein, parce qu'il y a, vous voyez, c'est notre pays, il y a déjà des acteurs qui sont encore là. Nous ne voulons pas citer tout le monde. Vous rentrez dans ce câble, vous trouvez même l'influence de Tolobara Bisengemana. Je parle de Barthélemy Bisengemana. C'est lui qui était directeur des cabinets. Il était influent. Nous parlons de ça, mais quand vous entrez là-bas, mais il a tout un dossier. Au fait, pour dire vrai, c'était comme un vice-président. Vous trouvez les problèmes entre Ngouza, Carlibond et Mobutu. C'est le point de vue des Américains, les informations confidentielles qu'ils envoyaient au département d'État. Donc, sur base de ce que je viens de vous dire et de certains témoignages personnels que j'ai, moi je dis, il ne faut pas nier, l'armée rwandaise était venue au Congo. Et l'armée rwandaise a laissé des gens au Congo. Ça c'est vrai. Mais ils sont plus influents comme ils étaient avant. Aujourd'hui, l'armée congolaise est composée en majorité des Congolais. Il y a des Congolais qui ont contribué à cause de leur ambition.
cause de leur ambition. Quand vous entrez là-bas, les dossiers des généraux, les chefs d'état-major, Etumba, comment il est considéré là-bas? On dit que c'est parmi les des officiers les plus loyaux de Kabila. Et quand vous lisez, vous arrivez à la conclusion que non, c'est-à-dire on lit. Il est beaucoup plus intéressant à cause de son expertise. Un homme discret, un homme bien formé, un homme intelligent. Hein? Bon, voilà. Donc, je crois que là, mais nous laissons aux gens la liberté de penser ce qu'ils pensent, de donner leur opinion. Parce que si nous disons, nous parlons de l'occupation, on risque de dire la même chose pour l'Angola. Hein? Vous connaissez le nombre d'officiers supérieurs congolais qui sont en Angola? Parlons franchement. Non seulement dans l'armée, même dans les services de sécurité de l'Angola, même au niveau des gouvernements, même des gouverneurs. Il y a des aéros là-bas. Il y a des aéros là-bas. La seule différence, c'est que nos frères congolais qui sont là-bas, ils ne travaillent pas contre le pays qui a fait leur bonheur. Nous parlons souvent de l'occupation, mais nous pouvons aussi dire que l'Angola est occupé. Et enfin, s'il n'y a pas de langue de bois, hein, donc même l'actuel président de l'Angola, il y a des bruits qui courent que non, il a un parent congolais. Et nous avons obtenu certaines informations de sources crédibles. On dit oui, effectivement, au décès de son père, hein, il y a longtemps, quoi. Il y a longtemps que son père est mort. Il y a des gens qui sont venus du Congo qui parlaient Swahili, Namatanga. Ah, voilà. La différence, c'est que nous sommes en Afrique. Quand on a divisé l'Afrique, on n'a pas tenu compte de nos limites à l'époque. Quand vous allez au Gabon, il y a une forte communauté béninoise au Gabon qui ont toujours été dans les systèmes sécuritaires, dans les gouvernements. Le directeur de cabinet, je ne sais pas s'il a quitté Dani Bongo avant les élections, mais c'est un Béninois. L'opposition a dénoncé tout ça. C'est un Béninois. Voilà. Merci beaucoup. Nous ne serons pas tout terminés. Nous voulons entrer dans les divers. Là, il y a des questions. Toponi, comme on dit justement, il ne respecte pas la Constitution, mais s'il était réellement qui prend comme Hitler en France, il n'allait même pas chercher à organiser les élections pour avoir quelque chose de légitimité. Il allait s'imposer par la force. Il n'allait pas chercher à se faire convoquer à la SADC comme un petit enfant. Ça se voit que le monsieur souffre malgré qu'il s'impose par la force. Je partage ton point de vue. Toponi Congo, Kabila ne respecte pas la Constitution. Comment pouvez-vous nier cela? Qu'a-t-il fait à la tête du pays? Ça aussi, c'est vrai. Bon, ce ne sont pas des questions, dans la plupart des cas, c'est des opinions. Est-ce que Joseph Kabila est le premier fils de Laurent Désiré Kabila? Je ne saurais pas répondre. Mouzé n'a pas eu une vie de famille très stable, mais bon, j'ai rencontré un fils de Kabila. Il est mort au Gabon, à Libreville. Lui aussi, il a dénié à Joseph qu'il est le fils de Kabila, mais Mouzé n'était pas un père de famille avec les enfants, tous se connaissent, non. Il semble qu'ils sont nombreux, et puis quand vous avez beaucoup de femmes, vous savez comment les choses se passent hein, dans les foyers où les enfants sont issus de beaucoup de femmes, tout ça. Bon, l'occupation n'a pas besoin d'élection pour se cramponner, pour voir si Kabila était... Oui, ça déjà mon frère l'avait dit. Oui, que tout mettre aux ordres de Kabila, comme tout chef d'état-major, même en France, même aux États-Unis, l'armée est aux ordres du président de la République. Les concepts d'occupation évolués qui dirigent l'armée congolaise
la politique gouvernementale est-elle centrée sur l'intérêt des Congolais? Ah mais non, c'est pas parce qu'il y a des étrangers, mais il faut se poser, la même question on peut la poser à l'époque de Mobutu. Est-ce que la politique de Mobutu était centrée sur l'intérêt des Congolais? On peut se poser cette question. Donc, papa, quelqu'un dit, Roger Massampo, papa Anglo-Congo, notre esclavagisme contre les Tutsis continuera toujours avec les élections truquées d'avance. Moi, je ne suis pas fataliste, je ne crois pas, les choses changent. Et l'histoire de l'humanité montre que souvent les choses changent. Et apparemment, ça va changer. Mais je dis tout simplement que les Tutsis, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, ce n'est pas une affaire à traiter dans les réseaux sociaux seulement. Non, non. On doit voir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Il faut amener des documents historiques, tout ça. Appeler des experts qui viendront, qui diront, bon voilà, sur base de ça, nous pouvons dire que ces gens n'étaient pas des Congolais de telle date. Mais pour ceux qui ont fait longtemps au Congo, tout ça, on peut dire, bon, ils peuvent être considérés comme Congolais ou pas. L'État congolais est souverain pour décider de dire qui est Congolais, qui ne l'est pas. Voilà. Bon, j'ai répondu pour Papa Honoré Nganda. Moi, je dis, moi, en tout cas, personnellement, les livres, j'en ai encore, c'est ce que je lis, comme je lis aussi d'autres articles, d'autres livres pour comparer certaines choses. J'ai dit, beaucoup plus lire les livres de Papa Honoré Nganda, parce que là, il n'était pas dans la PARECO. Bon, maintenant, la PARECO, c'est un mouvement politique. Donc, comme un parti politique ou bien un mouvement politique, il ne peut pas donner un point de vue très objectif dans ces cadres-là. Mais dans le cadre des livres, il y a des choses à lire très intéressantes. Fichier, ça j'avais répondu. Quels sont les noms créés, les noms cités par la Cour constitutionnelle? Bon, on parle de Bochab. Bon, déjà Bochab, là, dans l'affaire d'Ikassa, il n'est pas innocent. Quelqu'un dit fidèle, Philippe dit ça inquiète parce qu'apparemment les Congolais gobent tout. Oui, c'est ça aussi. Nous prenons tout, on vous dit il y a ça, bon. Qu'est-ce que vous voulez? Le président Burundi a traversé la ligne rouge, ça j'avais répondu, le Burundi n'est pas le Congo, l'enjeu n'est pas le même. Oui, quel est l'intérêt de la RDC? Je ne sais pas dans quel cadre là. La France a apporté son soutien à la dame. Je ne sais pas, vous faites allusion à qui pose ce problème de découpage? Ce sont les Hutus, je l'ai dit, Banda Kala Ozalaga Wapi. Oh, Nazala Ikagat. Philippe bien. Voilà. N'oublions pas l'exploitation par l'Angola du pétrole congolais. Là se situe aussi l'intérêt de l'Angola. Oui, c'est vrai. L'Angola a toujours exploité notre pétrole. Et voilà. Et tout conflit en RDC, il faut vite voir quel est l'intérêt minier. Vous savez, quand l'AFDEL est arrivé, on va clôturer par là, avant que Mouzé n'arrive même au pouvoir, la compagnie ici américaine, aujourd'hui, on l'a racheté par une compagnie canadienne, ça s'appelait American Mineral Field. C'est une compagnie qui était basée à Arkansas, dans une ville appelée Hope, avait signé des contrats pour le cobalt avec Mouzé. Un contrat de l'ordre dont les chiffres étaient évalués à $1 milliard, et comme avance, ils avaient donné $20 millions à Mouzé. Donc, même quand parfois les gens parlent tout ça, donc c'est l'argent, donc c'est le contrat de Kolwezi. Il faut regarder Kolwezi là. Je vous ai dit que c'est là où il y a le plus grand dépôt, réserve de cobalt dans le monde. Bon, voilà, les questions sont finies. Voilà. Nous vous remercions. Nous croyons en Dieu, nous prions. Mais ce dernier, quand on nous pose la question, il dit passer la date du 23 décembre, quelle sera la position des USA? Moi, je ne peux pas. Écoutez, j'ai dit au début de l'émission, je ne connais pas tout. Mais si vous voulez qu'on spécule, en tout cas, ils vont renforcer les sanctions.
Mais en dehors des méthodes classiques, il ne faut pas oublier les Américains, ils sont grande puissance par rapport à la puissance militaire, à la violence d'abord. Hein? Donc il y a des choses classiques qu'ils font, mais s'ils ont l'occasion de les faire sauter autrement, ça peut arriver. Ça, il ne faut pas oublier ça. Hein? On s'est réveillé un matin, oh non, on parlait des marbres, il y a quelque chose. Et puis, le même jour, la chargée d'affaires, non, plutôt l'attachée militaire américaine qui était là, c'était une major. Elle avait pris l'avion, elle avait quitté la RDC. Le dernier poste qu'elle avait occupé, c'était en Allemagne. J'ai oublié son nom. Après la RDC, quand elle est allée aux USA, et puis elle était venue en Allemagne. Hein? En dehors de toutes les démarches classiques pour qu'ils partent, croyez-moi, il y a d'autres. Et même, on a raté un coup d'État il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était vers le mois de... C'était quel mois? Je crois que c'était le mois de septembre, si je ne me trompe pas. Et les Américains n'ont pas voulu qu'il y ait un coup d'État de palais, tout ça. Tout ça. Donc, on va voir comment ça va se passer. Voilà. En tout cas, bien aimé, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je disais que moi, je suis un chrétien très engagé. J'ai fait des très petites études de conflit. Ça me permet donc de faire des analyses, de donner ma petite contribution. Et ça fait longtemps que je m'intéresse à la politique de la RDC, au conflit dans la sous-région des Grands Lacs. Donc voilà, sur base de ça, je viens faire des petites réflexions. Il y en a d'autres parmi vous qui connaissent peut-être plus que moi. Donc, je dis merci pour votre attention. Soyons ensemble, participons au débat. Jusque-là, c'est bon. Bye bye. Matondo, Matondibino, Aksanti, Tosakidila. Bye. Que Dieu vous bénisse.